Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette dernière table ronde. On va parler de commandes et de paiement sans friction avec des intervenants qui maîtrisent tous leur sujet. Je pense qu'on va pouvoir commencer, même s'il y a un peu moins de monde que pour les tables rondes de ce matin. Donc je me présente, Guylain Denicel. Ça fait 35 ans que je travaille dans l'hôtellerie plus que dans la restauration, même si j'ai fait un peu de restauration. J'étais veilleur de nuit jusqu'à directeur général. Je travaillais dans le monde de la technologie. Je fais du conseil depuis pas mal d'années. Et j'ai lancé Tendance Hôtellerie également en parallèle, qui est un magazine hôtelier. J'ai demandé à chacun de se présenter. Donc Madeleine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc moi, je suis Madeleine Corbetta et je dirige le marketing de Conto pour la France. Et rapidement, Conto, c'est un compte professionnel en ligne qui permet de piloter son business et d'avoir en un seul endroit de la gestion financière en temps réel. Ok. Et Madeleine, la personne? Pardon? Et la personne Madeleine, donc Je l'ai dit avant, Ouais. je dirige le marketing Ok. pour la France. Voilà. Mais ok, parfait, merci. Je te laisse te présenter, Erwan. Thierry Veil, je suis le cofondateur de Begelstein, une enseigne qui vend des pains avec un trou au milieu. On a la particularité, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de faire payer tous nos clients dans nos 92 restaurants. Donc il y a plein d'enjeux, plein de problèmes, plein de solutions. Très sympa. Excuse-moi Erwan, j'ai mélangé les deux prénoms. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Erwan, moi je suis le DG de Smile Pay. Smile Pay, c'est un établissement de paiement pour les commerçants. On en a 20 000 et focalisé sur la proximité et le cross-canal. Et sinon, à titre perso, j'ai commencé dans les paiements il y a un peu longtemps chez PayPal, quand c'était encore nouveau, ce qui n'est plus le cas. Et après, j'ai fait beaucoup de paiements digital et du paiement dans les grandes enseignes. Super. Nicolas? Merci. Très heureux d'être là pour ce sujet qui est passionnant. Moi, je suis aujourd'hui Head of Sales and Operation e-commerce chez Lemonway. Et j'ai commencé par créer Paygreen parce que je voulais sauver le monde. Voilà, je voulais faire en sorte que chaque transaction ait un impact positif sur la société et l'environnement. Et évidemment, les plus belles des valeurs ajoutées restent de la littérature si on n'est pas bon dans le cœur de métier. Et donc, on a travaillé beaucoup avec le service de la restauration pour leur apporter une solution hyper fluide, hyper simple pour onboarder tous leurs clients et les faire payer, en effet, Thierry. Super. Merci à tous pour votre présentation. Alors, on parle de parcours client systématiquement. Paiement, enfin commande d'abord, paiement ensuite. Comment ça a évolué là, au cours des années? Je sais pas. Alors, il y a eu en effet une digitalisation énorme qui a été poussée encore plus par le Covid. On a vu l'émergence de beaucoup de systèmes, les bornes, d'abord le click and collect, et en effet, c'était ce qui permettait un peu de sauver la restauration quand il y avait le Covid, c'est-à-dire la possibilité pour les clients d'avoir un parcours numérique, en ligne, dans des applications ou sur des sites e-commerce, pour aller justement passer commande auprès des services de restauration. Alors ça a beaucoup bousculé le secteur et ensuite on a vu apparaître d'autres services comme les bornes, on a beaucoup d'acteurs ici, les solutions de QR code à table où en effet on va être dans le physique mais avec quand même un lien sur le cloud, tous les systèmes de soft en ligne qui permettent justement aux clients consommateurs de retrouver une belle expérience dans son achat pour avoir accès au menu, à la présentation justement de toutes les offres CHR et en plus de retrouver ces méthodes de paiement, ces abonnements, ces services de loyalty, de fidélisation habituels et tous les avantages qu'on a l'habitude de retrouver en magasin. Du coup, oui, je veux bien intervenir. C'est vrai que si on voit l'évolution globale au niveau des paiements et de l'expérience client en digitalisation, le e-commerce, quand il est apparu, évidemment, de base, il était digital. Donc, assez vite, ça a fini par intégrer la boutique en ligne, le paiement et ce qui se passait derrière avec les CMS. Et la partie paiement de proximité en magasin, effectivement, n'a pas nécessairement eu immédiatement la même évolution, ce qui est logique. Mais pour autant, et pour être info à tous, je suis commerçant aussi depuis longtemps, de façon familiale. Et vous voyez un cordonnier ou un petit club de tennis, ce qui est mon business par exemple, jusqu'à l'année dernière, on travaillait encore avec un cahier.
parce que ce n'est pas obligatoire légalement. Donc la digitalisation, quand elle est forcée, elle n'est pas nécessairement positive. Par contre, on doit vraiment simplifier le travail, simplifier les paiements, simplifier l'intégration avec ces systèmes pour le commerçant. Mais c'est bien le commerçant qu'on doit mettre au milieu. Et donc un cordonnier, il a le droit d'avoir un TPE avec un peu de digitalisation dedans, un peu de feed, mais pour autant, on ne va pas l'obliger nécessairement à changer son logiciel de caisse, un machin, un truc, un bidule. Voilà. Et donc pour moi, c'est ça où le paiement, entre guillemets, sans friction, c'est pas full digitalisation forcée. C'est on s'adapte au cas d'usage, à sa position à lui et à sa capacité à devenir digital, tant que ça lui sert en fait. Voilà. Moi, j'ai apprécié ce que tu as dit, que 100% des clients payés chez toi, c'est bien, ça, c'est un bon principe. Oui, on y travaille en tout cas. Mais c'est assez marrant parce qu'on a créé Begelstein il y a 15 ans. À l'époque, il y avait 35% des encaissements qui étaient en espèces. Aujourd'hui, il y a encore 8%, grande dame de mes franchisés qui regrettent le temps où il y avait 35%. C'est clair. Et pour les franchiseurs, toute cette numérisation est une bonne chose, puisque comme nos rémunérations sont indexées sur le chiffre d'affaires, eh ben on a tout d'un coup des chiffres d'affaires qui augmentent quand il y a la numérisation. Le parcours client, puisque c'était l'objet de ta question, le parcours client, il a forcément changé. Moi, quand j'ai créé Begelstein, j'imposais à mes salariés derrière le comptoir d'être impertinents pour qu'il se passe quelque chose entre le client et la marque. J'hésite entre le poulet et le saumon fumé. Oh, mais ça va, t'es pas en train d'acheter un appartement, on prend le poulet aujourd'hui et le saumon fumé la semaine prochaine. On travaillait comme ça. Et puis un jour, on vient de dire, il faut numériser et mettre des bornes. Oui, mais quelle est l'expérience client avec une borne de commande? C'est la commande numéro 24. Où elle est l'expérience client? Le parcours client, il a dû changer totalement. Et forcément, tout le mode de paiement qui va avec a également évolué. Et on a dû tous s'adapter, se transformer pour arriver vers cette numérisation. Ce qui était très important, c'est de constater que dès qu'on met une borne de commande quelque part, il y a plus 18% de chiffre d'affaires. Mais il y a moins de relations clients. Et au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce qu'on préfère avoir plus de chiffre d'affaires par rapport à un ticket moyen qui augmente, mais qui fait baisser le nombre de clients? Parce que quand vous mettez des bornes de commande, surtout en province, c'est assez paradoxal de voir que 100% des flux ne vont pas vers les bornes de commande. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller passer leurs commandes sur la borne de commande. Mais c'est vrai, comme tu dis Thierry, quand on dit commerçant, mais ça reste du commerce. Le commerce, c'est quoi à part deux humains avec des émotions? Je veux dire, à la fin, on rentre dans un point de vente. Qu'est-ce qui nous donne une bonne expérience? Un sourire. Et donc, on a envie d'interagir avec le commerçant et on a envie qu'il nous dise qu'il a créé un pain spécial, que voilà. Et comme on dit, on est content d'avoir la problématique entre le poulet et le saumon. Et quand on va chez un fleuriste, bah voilà, on est content que tiens, je pensais à ça. Et puis tiens, je fais un peu d'originalité. Pour une fois, ce ne sera pas les roses pour la Saint-Valentin, ça va être un peu autre chose. Enfin, on doit chercher l'émotion. Et donc, comment on fait l'émotion avec un paiement QR où du coup on dit vas-y, tu payes, tu pars, je t'ai même pas dit au revoir, je t'ai pas dit à demain, je t'ai pas dit à la semaine prochaine, ou tiens, je fais une soirée spéciale avec Happy Hour la semaine prochaine. Donc ce qu'on voit sur les bornes, typiquement, c'est éventuellement d'intégrer la borne dans le magasin, au plus près possible, quoi. Finalement, que la borne, elle soit jamais dissociée de l'humain qui est en train de servir. Et j'avais eu cette problématique quand j'avais travaillé pour une grande chaîne de fast-food, où du coup il y avait cette notion de borne qu'on mettait à l'extérieur et à l'intérieur, et on considère, en fait l'idée c'est d'arriver ce qu'on appelle sur du semi-attended. Donc la borne est là, il y a un grand écran, ça va pour la population qui a envie de le faire. Pour autant le paiement reste un paiement classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on pilote la borne, mais voilà, et surtout la personne qui sert le commerce est là pour avoir le sourire, sans friction, mais avec le sourire. C'est ça qui n'est pas facile à faire. Et en plus, quand on regarde l'ergonomie des points de vente, c'est un vrai casse-tête, j'imagine. Je me permets de rebondir. Évidemment. Merci beaucoup. En fait, je pense que, nous, c'est ce qu'on défend chez Conto, c'est qu'il y a autant de clients que de besoins de clients et de besoins d'expériences différentes. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui continuent à aller chez leurs commerçants pour avoir du relationnel. Mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'interaction, objectivement, et qui sont très contents que ça puisse être le plus efficace possible avec des solutions digitalisées.
tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. En fait, il y a autant de solutions de paiement que de besoins. Et donc, on est arrivé dans une époque où il faut pouvoir diversifier autant que possible les interactions et les possibilités de solutions de paiement qui correspondent aux besoins des clients. Et du coup, la difficulté, elle réside plutôt, et la valeur est en train de se déplacer, dans la gestion du back-office pour essayer de reconnecter tous ces différents usages et toutes ces différentes solutions de paiement pour que ce soit pas effectivement un casse-tête pour le commerçant de devoir naviguer entre 10 systèmes de paiement différents. Et du coup, et typiquement, j'ai aussi un autre exemple qui vient en tête, mais à l'ère de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on voit bien qu'on est habitué à même plus avoir des interactions avec des SaaS classiques et avec des outils classiques où on clique sur des boutons pour pouvoir faire à la machine ce qu'on veut. On est habitué à avoir une expérience beaucoup plus fluide je lui exprime ce que je veux et derrière, ça se fait tout seul. Et donc, c'est pour ça que les clients, à mon avis, dans les prochaines années encore plus, ne vont plus du tout pouvoir tolérer la moindre friction en fait, dans l'expérience avec les commerçants. Et donc, comment on gère cette complexité croissante des paiements? Parce qu'il y en a dans tous les sens. Moi, je reviens de Hong Kong, mais alors là, il y en a dans tous les sens. C'est un truc de malade mental là-bas. On peut payer comme si, on peut payer Octopus, on peut Alipay, et puis on a les réseaux qu'on a en Europe, les Visa, les Mastercard. C'est un truc. En Europe, on n'en est pas là, mais on voit que les paiements chinois vont commencer à arriver quand même, par exemple. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui ont émergé, dont Conto fait partie, mais qui réconcilie toutes ces logiques de front office pour avoir un back office solide et qui permettent de fluidifier en fait la gestion financière côté commerçant. Et donc le commerçant, lui, ne se pose pas tellement la question de comment le client a payé. Il a toutes les informations qui remontent en temps réel et il peut piloter son activité en vivant aussi une expérience client qui soit agréable. Je voulais rebondir là-dessus parce que j'étais hyper d'accord avec ce que vous aviez dit tous les deux. Il ne faut pas opposer les deux, en effet. Il faut garder le sourire. Et quand, en fait, on parle du frictionless, c'est que plus il y a de friction, moins il y a de sourire. C'est ça le problème. Et donc, c'est d'ailleurs le sens un peu pour nous tous de cette présence ici au salon. C'est que c'est un peu l'usine à gaz. C'est-à-dire que l'idéal, évidemment, c'est on appuie sur un bouton et pouf, on a tout ce qu'on veut. Et en fait, il y a énormément de technologies derrière, c'est compliqué, il y a des coûts de gestion assez complexes, d'intégration, et donc on essaye de rationaliser aussi, de consolider en effet tous ces besoins dans une ou deux solutions qui vont nous permettre de nous accompagner sur ces nouveaux parcours. Et c'est exactement le sens qu'on a aujourd'hui, et la démarche que les restaurateurs ont, les franchiseurs aussi, c'est d'essayer d'avoir des outils simplifiés, scalables, qui leur permettent en effet d'ouvrir d'autres points de vente, d'autres franchises, en ayant à chaque fois la bonne expérience, la bonne présentation de leur offre, etc. Et donc, le consommateur final, pareil, en fait, quand il arrivait en magasin, il avait quand même une expérience habituelle en disant moi, je veux avoir mon menu nickel, bien présenté avec le contenu des ingrédients. Je veux utiliser ma carte titre restaurant parce que j'ai un pouvoir d'achat. Je veux le dépenser dans mon restaurant. C'est important que je puisse le faire aussi, sinon je ne viens pas, etc., etc. Et donc, en effet, le besoin et l'objectif aujourd'hui de ce salon Phototel-Tech, je pense que c'est d'y voir un peu plus clair sur les différentes solutions qui sont disponibles et d'essayer de bien comprendre quels sont ces parcours client et comment est-ce que je peux habiller ces parcours avec une solution qui simplifie tout ça. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Tu as mis le doigt sur le point du côté restaurateur / franchisé / franchiseur, sur le point crucial qui est la complexité. Parce qu'aujourd'hui, on essaye que ce soit le plus simple pour le client, mais c'est au détriment de la simplicité pour le restaurateur ou pour le commerçant. On a des gens qui savent faire des sandwichs, qui vendent des sandwichs et qui se retrouvent avec des problématiques qui sont un milieu de leur quotidien. Tout passe aujourd'hui par le cerveau de leur restaurant qui est la caisse, le POS. Et déjà, choisir une caisse, c'est pas simple. Ensuite, on va devoir choisir, selon qu'ils soient intégrés ou pas, des éventuelles bornes de commande et des KDS. Oui, mais on a notre meilleur client qui est soi-disant notre meilleur copain qui s'appelle Deliveroo ou Uber Eats, mais qui nous enfle à chaque fois qu'il vient consommer et qui, à ce moment-là, génère des flux qui ne sont pas dans la caisse. Et donc, je n'ai aucune visibilité sur la data, alors que c'est du numérique et ça devrait être simple. Et là-dessus, j'ai du multicanal
avec des paiements qui interviennent soit en direct, soit en différé, et je n'ai plus aucune maîtrise de mes flux. Et en fait, ce qui est censé apporter de la valeur génère une confusion totale pour le restaurateur qui passe autant de temps à essayer de récupérer son argent qu'à faire son métier. Bah, là-dessus, Thierry, tu as mis un point clé. Je pense qu'on parle de complexité, on parle de voir les solutions ici. Mais l'un des sujets qui met le doigt sur la complexité, c'est que connecter la partie technique du paiement, l'acceptation, le TPE, la borne, le tap-to-pay, le web et Deliveroo, mais l'acte où vraiment le paiement est accepté. Et la partie financière, où est mon argent, c'est ça aujourd'hui qui, en tout cas en France, reste encore compliqué, parce que ça fait 50 ans que d'un côté il y a l'acceptation, de l'autre la gestion du flux. Et or, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur la partie digitale, ça s'est résolu. Et si vous remarquez bien, les pure players aujourd'hui, ils ne sont plus en train de se dire d'un côté il y a la banque, de l'autre côté il y a mon processeur. Ils travaillent tous avec des acteurs uniques, qui font les deux. Donc si sur le digital, enfin sur le e-commerce, qui était par défaut digital native entre guillemets, c'est le full service qui est arrivé, et le full service veut dire toute la chaîne de valeur, la technique, elle est connectée au site web, le financier, c'est connecté à mon back-office et à ma compta. Et en fait, c'est l'approche qu'on essaye d'avoir, en tout cas chez SmileNPay, c'est de se dire non, mais en fait, la technique et l'acquisition, c'est un seul et même service. Et la complexité, c'est à nous de la simplifier pour le commerçant. Donc, et ça revient au truc très simple. Le commerçant, il a un souci, que ce soit technique, financier, réconciliation, pré-compta. Il doit avoir la réponse en une seule appel et en 2 minutes. Parce qu'il n'a absolument pas le temps de s'occuper de ça. C'est tout à fait juste, mais il y a une autre réalité aussi, qui est que quand vous ouvrez un business, que vous êtes commerçant, vous allez avoir un apport et vous allez aller voir votre banque pour emprunter pour le complément. Et on se retrouve avec des pure players qui savent jouer sur tous les terrains de jeu, y compris celui de la banque. Puisque on va intégrer la partie paiement dans la partie digitale. Sauf que la banque, elle dit, attendez, moi, c'est pas sur les taux d'intérêt que je gagne ma vie, c'est sur vos flux. Donc il est hors de question que vous alliez les mettre par d'autres intermédiaires que moi. Et je me retrouve avec des arbitrages à faire entre une banque qui me finance et un outil qui pourrait m'accompagner, mais qui est bloquant par rapport au deal. C'est assez complexe. Donc les politiques tarifaires de commission et de flux dans les banques traditionnelles sont très différentes. Il y a très peu de lisibilité. Un commerçant, il comprend ses coûts en regardant son RAFEC en fin d'année. Et le RAFEC est le rapport annuel des frais de commission sur flux. En fait, il faut le relier à combien les TPE et les bornes m'ont coûté au niveau technique. Est-ce que j'ai un abonnement passerelle monétique? Est-ce que j'ai un abonnement sur tel truc, tel truc? Et donc, le coût réconcilié du paiement, tout technique, donc acceptation plus gestion du flux, tout réconcilié, en fait, est inconnu du commerçant. Et donc, c'est assez particulier. Donc, c'est vrai que dans l'approche, et je suis d'accord avec toi, Thierry, il y a un positionnement que tous les commerçants bien installés ont un établissement de crédit qui fait des crédits, qui finance le point de vente. Et là, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est change pas de banque, mets les flux dans ta banque parce qu'elle te finance. Pour autant, essaie d'expliquer à ton banquier, effectivement, que d'avoir un seul acteur qui fait toute la chaîne de paiement et qui me fait la moitié de ma compta, écoute, tu as les flux, mais laisse-moi gagner du temps là-dessus, quoi. Mais c'est évidemment très, très compliqué à arbitrer. Je me permets de lancer la balle vers la banque. Hein. Exactement, je me permets de rebondir parce que c'est exactement pour ça que nos 2 cofondateurs ont créé Conto il y a 8 ans. C'est vraiment pour réconcilier cette expérience entre banque et encaissement, gestion des paiements, gestion des factures, suivi de la trésorerie. Donc aujourd'hui, chez Conto, on a déposé notre demande d'agrément bancaire, donc on espère l'obtenir d'ici la fin de l'année, pour justement être une des premières solutions en ligne full service qui permet aussi de donner accès à des solutions de crédit. Parce que, effectivement, ça reste quand même le nerf de la guerre pour beaucoup de commerçants quand ils se lancent dans leur activité. Au-delà de ça, je voulais rebondir sur un point que je trouve très intéressant, qui est celui de la pré-compta, parce qu'au-delà
du côté dont on a parlé de, effectivement, le commerçant ne doit pas passer ses journées à se demander comment fonctionnent tous ces outils techniques et comment ils s'intègrent entre eux, parce que sinon il aurait été intégrateur de solutions IT et c'est pas le travail qu'il a décidé de faire. Donc c'est complètement logique. Je pense que les commerçants passent beaucoup trop de temps, enfin nous en tout cas c'est notre constat chez Conto, sur le travail de la comptabilité, la réconciliation des pièces comptables, la collaboration avec l'expert comptable, pour derrière venir justement rattacher tous les wagons en passant des nuits, des week-ends là-dessus, alors que c'est pas du tout, pas du tout ce pourquoi il a décidé de lancer son business, quoi. Merci beaucoup pour cette précision. On a parlé de plein de choses, donc il y a plein de data, plein de choses. Comment on fait pour que tout ça, ça marche et qu'on puisse en servir et la transformer en amélioration produit? Chez toi, c'est exactement ça. Le mec sur la borne, mais il a commandé, il a été bon, il a commandé en moins d'1 minute, il a payé efficacement, celui-là il est bon, celui-là je veux qu'il revienne, quoi. Mais tu connais pas forcément son nom la première fois. Sauf si tu vas plus loin sur le programme de fidélité, ce genre de choses. Comment ça s'est mis en place chez toi? La gestion de la fidélité, on l'a depuis le début. Au début, ça s'appelait même, enfin ça s'appelle toujours, c'est des programmes d'infidélité parce qu'on récompense l'infidélité, mais la fidélité à la marque. C'est assez complexe aujourd'hui, non pas de récupérer la data, mais de la travailler efficacement. On a un partenaire, on travaille aujourd'hui avec Pongo et je m'en félicite. Toute la difficulté, c'est pas de trouver le bon partenaire de fidélité, c'est de pouvoir tester les différentes solutions avec les caisses. Je l'ai dit, on a aujourd'hui, notre cerveau, c'est la caisse dans le restaurant. Quand vous allez vous balader dans les allées, vous avez 1000 solutions d'exploitation de données, de gestion de la data pour pouvoir travailler. Moi, je rencontre beaucoup de gens de la food tech, puis parfois, il y a des choses très intéressantes que je veux tester. Tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire parler 2 applications. Or, il est plus simple de résoudre le conflit russo-ukrainien que de faire parler 2 API ensemble. On n'arrête pas de nous dire c'est très simple, c'est juste 2 Lego qui s'emboîtent, mais non. Et faire un test, ça veut dire rentrer dans une roadmap de l'un des 2 acteurs pour aller voir si potentiellement il y a un intérêt pour moi. Et c'est là où ça commence à être vraiment compliqué, c'est que dès qu'on veut travailler de la data, moi je ne peux pas lancer dans un réseau de 90 restaurants sans tester, et tester c'est une aventure, parce qu'on passe par la caisse. Alors aujourd'hui tu es allé à Hong Kong, mais quand on va plus près à Londres ou plus loin à Singapour aussi, il n'y a même plus de caisse. C'est assez incroyable. En France, la législation nous impose encore d'avoir une caisse. Mais il n'y a même plus de caisse. Il y a des concepts où vous n'avez plus personne. Vous avez 10 bornes de commande, vous commandez, et puis on vous dit c'est dans le casier numéro 3 qu'il y a votre repas, vous le prenez, vous partez, vous n'avez vu personne. La chaîne de café qui explose à Londres, ça s'appelle Black Sheep Coffee, c'est des kiosques de 2 mètres sur 2. Il y a 2 personnes dedans, vous ne leur parlez pas, il y a 3 bornes de commande sur 2 mètres sur 2. Il n'y a plus de caisse. Et aujourd'hui, la caisse, on en a tous besoin. Et en même temps, c'est un frein au test de nouvelles fonctionnalités qui pourraient nous aider à mieux piloter notre data, comme la fidélité. On y arrive, mais c'est beaucoup trop lourd. C'est vrai que sur la partie test, comme tu dis, c'est que, encore une fois, pour faire la comparaison avec le e-commerce, c'est que sur e-commerce, tu fais de la B-testing, tu prends un B-testi par exemple ou d'autres solutions, puis finalement en temps réel, tu peux mesurer si tu convertis mieux ou pas. À l'échelle d'une franchise ou quoi, c'était obligé de dire alors ce magasin-là, c'est cette fidélité-là, cette solution-là. L'autre magasin, c'est celle-là. Mais du coup, j'ai intérêt à mettre les 2 magasins très éloignés parce que forcément, en théorie, il y a une interaction entre les 2. Et évidemment, les 2 systèmes ne vont pas être compatibles. Ah oui. Bon, bien sûr. Donc cette agilité, entre guillemets, qui est physique, c'est-à-dire que là, encore une fois, c'est pour ça que c'est aussi complexe. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 programmes de fidélité dans la même solution, dans la même caisse, dans le même point de vente. Ça n'a pas de sens. Donc, et quand on dit oui, alors sinon on fait disparaître carrément la caisse. Mais au final, on va perdre aussi une partie de ce qu'on a envie de faire, d'être commerçant et de pouvoir interagir avec les clients, quoi. Donc après, pour la data, en tout cas sur les sites, à partir du moment, en tout cas, où le point de données est créé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une capacité pour des non-spécialistes de la data de commencer à pouvoir la regarder. Et là, effectivement, si on regarde des solutions spécialisées, alors j'aime pas utiliser le terme IA parce qu'on l'utilise beaucoup trop, mais
Mais c'est vrai qu'on commence pour des non-professionnels à essayer de pouvoir avoir, à partir du moment où il y a un point de données qui existe, d'avoir des tableaux de bord qui commencent à apparaître avec moins d'efforts qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les projets Big Data, on le sait tous, c'était 3 ans, c'était infernal. Là, on va dire, si le point de données existe, on peut avoir quand même une relative facilité à commencer à faire des dashboards un peu plus simples. Mais tu l'as dit, si le point de données existe, on a une relative facilité. Donc ça fait quand même 2 choses. Or, le point de données, il existe où? Mon meilleur client, c'est Deliveroo Uber Eats. Ça représente 20% de mon chiffre d'affaires. Sur 20% de mon chiffre d'affaires, j'ai une totale opacité. Je ne sais pas combien je vends de bagels au saumon fumé dans mon réseau. Ouais. Alors, je peux rajouter des couches qui vont me coûter de l'argent avec des acteurs, dont certains qui sont ici, qui vont potentiellement me permettre d'intégrer ça dans ma caisse, mais ça a un coût. Et sinon, j'ai 80% de ma data sur lequel je vais avoir une relative vision. C'est complexe quand même. Et en fait, il y a eu un autre frein, enfin en tout cas dans la friction, ce qui a aussi complexifié, c'est la digitalisation de tout l'écosystème. Par exemple, j'aime bien l'histoire du cahier dans ton club de tennis à l'époque, et ensuite tu saisis ça dans un Excel. Mais en fait, avant, à la caisse, on avait tous les moyens de paiement. Donc, par exemple, j'arrivais avec mon chèque restaurant, j'arrivais avec mon chèque vacances, j'arrivais avec une partie avec ma carte bleue, etc. Et donc, en fait, on avait une centralisation, en effet, de tout, et c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tout s'est digitalisé. Il n'y a plus de chèque vacances papier. Enfin, il y en a encore, mais c'est en train de disparaître au profit du chèque vacances Connect. SNCF a décidé d'arrêter d'encaisser dans les gares le chèque vacances papier au profit du chèque vacances Connect. Les titres restaurants terminés. On est sur la première et la deuxième génération maintenant de cartes avec des API, des wallets qui dialoguent, etc. Et donc, en effet, aujourd'hui, si on lance son business dans la restauration, on ne va pas se priver de tous ces chiffres d'affaires-là. Et en plus, si sur sa zone de chalandise, on a tel ou tel réseau de cartes qui est distribué aux entreprises, aux salariés pour leur restauration du midi et du soir, il faut être en capacité de pouvoir les encaisser parce qu'il n'y a plus de papier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la digitalisation de tout ça, ce qu'il faut essayer de prendre en compte, c'est où est la valeur du chiffre d'affaires que je peux faire moi par rapport à ce que veut ma clientèle, comment je simplifie tout ça dans mes parcours pour que, en effet, moi, en tant que client final, je puisse retrouver tous les avantages que j'avais en termes de pouvoir d'achat, de fidélisation et de confort aussi de navigation, parce qu'en effet, on n'a plus un vendeur en direct, mais on peut quand même animer aussi sur un téléphone ou sur une tablette un parcours client. Et donc, en effet, il faut pouvoir simplifier, comme on le disait, en 2-3 clics, 2-3 boutons, l'expérience client pour qu'elle soit valorisante, qu'elle donne envie et qu'on retrouve en effet tous les leviers qu'on avait, notamment du chiffre d'affaires et du pouvoir d'achat. Donc, voilà, les solutions aujourd'hui, c'est pas d'avoir 1000 intégrations, en effet, où on va avoir une data qui va être éclatée dans plein de back-office, etc., mais d'essayer de trouver des solutions rationnelles qui intègrent justement tout ça et qui prennent en compte tous les différents usages, que ce soit du paiement comptant, du paiement par abonnement, etc., pour les clients finaux, pour essayer justement de continuer à scaler sur un modèle de franchise ou en tout cas de réseau de restaurants. Mais il y a un point, ne serait-ce qu'un prix de vente d'un article. Vous avez un article qui va avoir un prix de vente dans la caisse, il va avoir un prix de vente sur Deliveroo, il va avoir un prix de vente sur Uber Eats, il va avoir un prix de vente sur sa borne de commande, il va avoir un prix de vente si vous avez un autre canal sur votre téléphone. Et donc, vous bougez vos prix, il faut prendre une semaine de vacances pour être sûr que tout est harmonisé. Donc, juste ça, c'est un problème. Alors, l'hôtellerie a réglé ça depuis longtemps avec les channel managers et tout ça. Ça fait 20 ans que ça existe. J'en ai créé, donc je sais comment ça marche, ces trucs-là. Mais dans la restauration, oui, c'est vrai que le coût d'Uber Eats et compagnie... Après, moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas un réseau, que le restaurant puisse accéder lui-même à un réseau de livreurs sans avoir à passer par Deliveroo. On pourrait construire la marque. On peut faire une conf sur ça après. Ouais, ça existe. C'est un vrai sujet, ouais. Je voudrais rajouter un sujet sur la table, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, c'est la réforme de la facture électronique qui arrive. Donc je pense que tout le monde ici, j'espère, voit à peu près de quoi je parle, même si ça reste encore un peu nébuleux pour les personnes qui sont vraiment très loin de ces problématiques de gestion financière complexe et de reporting de la comptabilité. En 2 mots, donc la réforme arrive en septembre 2026 et elle va
obliger en fait toutes les entreprises qui font du B2B en France à avoir un volet invoicing et donc à pouvoir émettre et recevoir des factures électroniques, donc des factures avec un format de données structurées. Donc les factures Word, PDF, Excel ne fonctionneront plus, ne seront plus conformes. Et le deuxième volet qui, je pense, est d'autant plus intéressant pour des restaurateurs ou des commerçants, c'est la partie e-reporting. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2026, il faut quand même le savoir, chaque commerçant, chaque entreprise est tenue de remonter l'intégralité de ses flux d'échange à l'administration fiscale. C'est pour éviter la fraude à la TVA sur la partie B2B et permettre à l'État un pilotage en temps réel de l'économie française. Donc c'est plutôt positif, mais ça implique à nouveau de pouvoir structurer sa donnée et de la communiquer en temps réel avec l'administration fiscale. Alors, la restauration, on avait quand même eu la NF 525 qui a obligé à avoir des logiciels de caisse qui soient carrés, déjà. Le black, on l'oublie. Dès qu'il y a un truc, c'est fini. Tout est tracé, impossible d'effacer une ligne. Donc on avait déjà fait un petit peu le travail quand même là-dessus, sur cette partie-là. Mais la facturation électronique, parce qu'on parle aux fournisseurs quand même. Et je dirais donc du coup la dernière évolution par rapport à ça, c'était que la caisse NF 125, mais elle n'était pas nécessairement connectée. Et en fait, le lien entre la NF 125 et le PDP, et la facturation électronique, c'est qu'elle doit être connectée. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'était un chemin qui a déjà été pas mal parcouru. C'est vrai qu'on voit encore quelques caisses Casio de droit, trucs un peu, voilà. Mais 2018. Mais ouais, c'est ça. 2018. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça va embêter tous les commerçants de changer la façon dont on facture ou dont on fait son reporting. Pour autant, c'est vrai que par rapport à une caisse connectée, qui est donc aux normes, pour simplifier cette partie paiement, pour le coup, ça va marcher. Parce qu'on va avoir du coup les points de données qu'il faut. Donc effectivement, arriver à donner et sur cette partie technique, le commerçant il doit être assez clair. Je couvre 99% des moyens de paiement de la région où je suis. Bon, parce que dans les régions du globe, ça change. On dit en Chine, machin. Bon, en France, c'est un peu moins compliqué qu'ailleurs, puisque finalement, on a la carte, le cash et effectivement ticket restaurant, un peu d'Amex, un peu de trucs. Bon, mais on est moins divers que dans beaucoup de pays. Par contre, de l'autre côté, sur la partie pré-compta, à partir du moment où la facturation, le e-reporting est obligatoire, effectivement, le flux de réconciliation, il est par défaut présent, puisque la facture électronique existe. Donc, j'ai envie de dire, si une complexité à la fois, septembre 2026, j'ai envie de dire, normalement, tous les prestataires de services de paiement vont pouvoir dire, du coup, ça va être plus simple pour toi. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Voilà, parce que le point de données, nécessairement, il existe. Et un PSP, il est compatible avec tous les prestataires PDP. Qu'est-ce qu'un PSP? Pardon, un prestataire de services de paiement, tu as raison de le dire. Pour éviter de dire Smile & Pay tout le temps, je préfère dire PSP, parce que ce n'est pas que Smile & Pay. Mais normalement, le point de data, il existe. On prend la référence de la facture ou du ticket de caisse, et on l'inclut directement dans le reporting des reversements qu'on fait. Donc la pré-compta, elle est faite. Donc après que ça a été généré par un Word ou par une facturation électronique, ça va être plus facile de le partager pour le commerçant ou la chaîne commerçante ou le franchiseur que si effectivement, historiquement, il faisait du PDF ou qui sortait de la data avec une caisse non connectée. Je me permets de rebondir parce que oui, on parle de friction. Mais en fait, ça va être plus facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une bonne solution, on en prend une et on va avoir en effet tous ces encaissements, les moyens de paiement. On va avoir un seul dashboard dans lequel on va avoir sa réconciliation comptable de manière chronologique, par point de vente, donc une compta analytique bancaire. Et en fait, tous ces temps qu'on perdait avec des cahiers ou avec du papier, des chèques, etc., en fait, la numérisation permet aussi d'automatiser tout ça et d'avoir une vision beaucoup plus claire sur la data. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de data un petit peu partout, mais une fois qu'on a bien choisi, bien dimensionné les prestataires qu'on va utiliser pour créer son parcours de vente et de suivi, en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce que je voulais aussi passer comme message, c'est que c'est vrai qu'on parle de friction, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout un écosystème à comprendre, etc. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne solution pour son activité, son modèle économique et ses cas d'usage, en fait, la vie est plus simple. Voilà, donc l'avenir est radieux. Mais
Et j'ai envie de dire, Thierry, là c'est pour toi vraiment, mais je pense qu'il y a un vrai truc, c'est que avec la facturation électronique, les points de data supplémentaires, les efforts au niveau prestataire de services financiers, paiements bancaires, de travailler ces éléments de pré-compta, c'est globalement, normalement, vos experts comptables devraient moins travailler. Tu vas économiser des sous? Non, mais où et où? Parce qu'évidemment, le comptable ne va pas dire que... Voilà. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas lui demander de faire un petit peu justement de travail de la data? Et peut-être qu'il y a un sujet là, parce que effectivement, nous, on a discuté avec beaucoup de comptables, et ils nous disent, bah, effectivement, à partir du moment où moi, j'ai la liste des transactions, la référence des tickets de caisse, les virements, les commissions, le brut, le net, et tout ça dans le même fichier ou par API, ouais, génial. Moi, mon boulot, il est quand même vachement simplifié. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que du coup, celui qui paye le comptable, le commerçant, et tu sais ce que c'est, mais pour le coup, moi aussi, moi, j'ai envie de lui dire, bah, ok, mais fais un peu de BI, fais un peu de contrôle de gestion, aide-moi dans la data. Voilà. Ouais, moi, Donc, il y a peut-être un angle là quand même, Complètement. tu vois, qui peut être intéressant, je pense. Je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que nous, les experts comptables sont des partenaires historiques de Conto. On travaille avec un cabinet expertise comptable sur 2 en France. On leur vend rien, mais on leur donne accès à toutes les données de leurs clients. Et donc, ça permet de simplifier effectivement toute la brique pré-comptabilité. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le langage expert comptable, puis en plus, moi, historiquement, je viens de ce marché-là, on parle de nouvelles missions. Et donc, il y a la volonté de la part de la grande majorité d'experts comptables en France, à partir de la réforme de la facture électronique, qui va simplifier la récupération des flux, la réconciliation automatique et le passage à l'administration fiscale. En fait, ils vont développer exactement ce que tu dis, des nouvelles missions de gestion financière, pilotage en temps réel, mise à disposition de dashboards qui sont pertinents pour leurs clients. Donc, je pense qu'ils n'auront pas nécessairement des honoraires plus bas, mais ils feront d'autres activités à plus forte valeur ajoutée finalement pour les commerçants et tous leurs clients de manière générale. Donc, vous allez être gagnant aussi sur cette partie-là. Non, Après, il faudra que les commerçants le demandent. Hein. Ça ne va pas se faire naturellement, hein, je pense. Hein, mais... Ouais, et puis j'attends impatiemment parce qu'on essaye déjà d'avoir les bilans dans une durée de moins d'1 an après les exercices comptables, alors que c'est supposé être beaucoup plus simple. Moi, je rappelle quand même un truc que j'ai dit au départ, qui est que quand j'ai commencé Begelstein, 35% des paiements étaient en espèces et qu'aujourd'hui, on est à 8%. Alors, c'est passé comme une lettre à la poste. Il faut imaginer autre chose. C'est qu'un commerçant qui se fait chier toute la journée, avant, il avait 27% de blagues potentielles sur lesquelles il ne payait pas de taxes et d'impôts qu'il ne peut plus faire. Okay, ça paraît anodin et on le subit. C'est une gymnastique d'esprit pour des artisans qui passent leur journée à savoir comment optimiser leur flux avec des doubles caisses, avec un cahier à côté de leur POS, avec des moyens détournés. Le NF 525, c'est très bien. Ça n'a jamais empêché personne d'avoir d'autres types de flux. Et aujourd'hui, ça demande plus d'imagination, plus de gymnastique, mais il faut arrêter de penser que tout est carré, tout est dans la boîte et les flux rentrent et sortent de manière mécanique et fluide. C'est malheureusement, et j'en suis le premier à en souffrir, c'est beaucoup plus complexe que ça et le multicanal ne fait que renforcer les problématiques, que d'ouvrir des brèches. Et quand on arrive chez un expert comptable en lui disant « bon, bah, maintenant c'est simple, il suffit de réconcilier », il y a la facture électronique, sauf que ça ne concerne pas le B2C, il y a le fait que tout passe dans la caisse, sauf que les aides, ils ne sont pas forcément justes puisqu'il manque des flux, et on se retrouve avec des gaps qui sont malheureusement énormes et qui font que rien n'est vraiment plus simple qu'avant. Okay. Je vais m'adresser à la néobanque, parce qu'on a parlé de B2C beaucoup, mais dans le B2C, il y a beaucoup de B2B non identifiés en fait. Les collaborateurs qui se déplacent et ils ont une carte de l'entreprise, c'est typiquement ce qui se passe. L'entreprise leur donne une carte. Comment ça se passe concrètement là, alors c'est aussi un des volets sur lequel on est très mobilisé chez Conto, c'est de faire en sorte de donner les bons outils de gestion financière au niveau des entreprises. Alors nous, on va s'arrêter aux entreprises de 50 salariés parce qu'au-delà, on considère que les besoins sont trop complexes et qu'il faut qu'ils aillent voir plutôt des ERP. Mais pour toutes les petites entreprises d'en dessous de 50 salariés, et donc on est vraiment dans la typologie de
d'entreprises que sont les commerçants. On va mettre à disposition des outils de gestion financière d'équipe pour permettre à la fois un contrôle, parce que c'est très important, et à la fois donner de l'autonomie, et notamment un des éléments qui est particulièrement parlant en termes de use case que je peux vous partager, c'est on va avoir des restaurateurs qui vont équiper de chaque site en fait leur directeur de site d'une carte bancaire paramétrable qui est vraiment lié uniquement à ce site-là, et il peut très simplement faire toutes ces dépenses qui remontent et qui ensuite est consolidée au niveau du siège, ce qui permet un pilotage temps réel de toutes les dépenses de l'entreprise facilité. Et le VRP qui passe sa journée sur la... Enfin, VRP, c'est un grand mot, mais qui se balade, lui, on lui contrôle ses coûts. Exactement. En fait, il y a un système de cartes virtuelles ou physiques paramétrables avec toutes les possibilités possibles et imaginables. Typiquement, on peut aller dans des types de workflow et de paramétrage ultra fins de type, par exemple, on a des entreprises qui sont dans la logistique et qui vont équiper leurs camionneurs de cartes qui ne fonctionnent que dans les stations essence. Et donc, on ne peut dépenser de l'argent avec ces cartes que dans les stations essence. C'est un des use cases, mais on peut aller très finement dans des paramétrages précis. Et aussi, on peut avoir des workflows, donc des circuits d'approbation, pour faire la traduction littérale, qui permettent aussi d'avoir le bon niveau de contrôle de qui dépense quoi, à quel moment, à qui on donne les autorisations, pour pas que ce soit comme avant. On prend la carte bancaire de la banque traditionnelle du dirigeant et on va dépenser de l'argent et on ne sait pas très bien où est-ce que c'est imputé derrière, dans quel budget, dans quel site, etc. Avec son code secret et tout ça, voilà. De quoi ? Et on donnait le code secret aux salariés. Ouais, oui, tout à fait. C'est des pratiques. J'apprends, je pense rien. C'était vraiment des pratiques qui, je pense, sont encore d'actualité aujourd'hui pour une bonne partie des entreprises en France. Mais donc, du coup, ça, c'est aussi des solutions qui permettent de simplifier la gestion financière et le pilotage de l'activité. Et le salarié, il était aussi très embêté au moment de faire sa note de frais, parce qu'il avait perdu le ticket, il avait le truc... Ouais, et puis franchement, moi, pour en avoir fait beaucoup, et notamment pendant les salons, faire des notes de frais de plusieurs centaines d'euros, je n'irai pas jusqu'à centaines de milliers, parce que malheureusement, je ne les ai pas sur mon compte en banque, mais c'est quand même assez pénible pour un salarié. Enfin, voilà, même si ça peut dépanner l'entreprise, nous, on le voit chez nos clients, aujourd'hui, on parlait de friction, ils considèrent que c'est quand même une friction assez importante de ne pas avoir des moyens de paiement mis à disposition de l'entreprise, quoi. Et de réconciliation pour l'entreprise. Ouais. On arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a été super limpide, super bon. Du coup, on a le temps. On n'est pas obligé de se mettre la pression pour la conclusion. Je laisse conclure. Enfin, je sais pas, 30 secondes. En 30 secondes, d'abord, je suis très très heureux d'avoir rencontré tout le monde sur le salon. Il y a à la fois des restaurateurs, des franchiseurs, des solutions logicielles. Tout le monde essaye justement de rationaliser aussi son métier pour que ce soit plus simple. Donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer à la fois sur un volet client-fournisseur et également partenariat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent. Essayez de, en effet, calquer sur ce qui vous parle le plus par rapport à votre besoin habituel dans votre point de vente. Challenger aussi les prestataires, c'est important parce qu'on est en train aussi de faire évoluer nos solutions. On a parlé de beaucoup de contraintes aujourd'hui techniques et c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Donc, je le dis, beaucoup de solutions sont sur la table. N'hésitez pas à venir nous challenger et je suis convaincu qu'on va vers une plus grande simplification. Merci Nicolas. Erwan ? On parlait vraiment de simplifier. Du coup, ce qu'on a compris, c'est que la complexité, elle ne doit pas être chez le commerçant, elle doit être chez ses prestataires. C'est à nous de simplifier. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'une solution de caisse très verticalisée, vraiment spécialisée dans son domaine, qui intègre le paiement, qui intègre l'ensemble des choses, du coup, va réellement rendre service aux commerçants. Je pense que, et on l'a vu, Stripe commence même sur le digital à se faire disrupter parce qu'ils sont généralistes. Et pourtant, c'est un leader mondial. Donc, très verticalisé et cas d'usage très concret. Voilà, je vous ai parlé du petit club familial. Bon, en l'occurrence, j'ai mis du paddle. Pour le paddle, du coup, j'ai un logiciel de caisse, paddle, dans lequel il y a le paiement et il y a le paiement in-app.
et il y a le paiement de proximité, et ça m'a pris 2 jours. Voilà, donc, mais très verticalisé, parce que du coup, l'éditeur de caisse s'occupe du paiement, s'occupe de me dire « ouais, ok, j'ai pris tes clés API, machin, mais moi, je ne veux pas en entendre parler ». Enfin, donc, très verticalisé. Et là, on va dire que du coup, effectivement, comme tu dis, Thierry, la caisse, c'est le moteur. Si on simplifie le travail pour celui qui porte la caisse, ça va simplifier pour le commerçant. Et donc, nous, on a pris cette idée-là et on a 200 intégrations qui tournent. Parce que c'est à l'éditeur que ça doit être simple. Et au prestataire de se débrouiller pour être compatible. Merci, Erwan. Thierry? J'ai fait partie de la première édition de ce salon Food Hotel Tech qui fête son 10e anniversaire. Et il se trouve qu'à l'époque, les restaurateurs se disaient mais à quoi ça sert? La tech, c'est complètement à l'opposé de la restauration. D'un côté, c'est de la donnée, et de l'autre côté, on se met quelque chose dans le ventre. Il n'y a aucun bridge. Aujourd'hui, il vous suffit de sortir de là et d'aller vous balader pour comprendre qu'on ne se met plus rien dans le ventre sans un smartphone. On ne sait plus travailler sans la tech et le numérique. Et je terminerai avec ça. J'ai un fils qui travaille dans la cybersécurité et qui me répète toute la journée, on ne parle pas de digital, on parle de numérique. Il n'y a que 2 métiers digitaux, proctologue et pianiste. Merci. Madeleine? Ouais, non, mais pour rebondir, hein, je trouve que ce point est très intéressant, et notamment parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais à l'ère de l'intelligence artificielle qui arrive, qui se renforce, je suis d'accord qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais quand même, ça va apporter son lot de révolution dans la continuité de la technologie. Moi, ce que je voudrais faire passer comme message en dernière minute, c'est voilà, la technologie, c'est génial, c'est un moyen, mais derrière, c'est pas un métier en tant que tel. Et vous, votre métier, c'est d'être commerçant. Et donc, effectivement, vous avez le droit d'être exigeant envers vos prestataires technologiques en leur disant, moi, j'ai envie de me concentrer. C'est tout à fait audible comme argument. J'ai envie de me concentrer sur mon activité, sur mon business, sur ce qui fait le cœur de mon métier. Et j'ai envie de déléguer à un prestataire technologique toutes les frictions, toutes les intégrations, tout le suivi de la data, parce qu'en fait, c'est pas, enfin, j'en ai besoin et voilà mes besoins, mais derrière, j'ai pas envie de m'en occuper et j'ai pas à m'en occuper parce que c'est pas le cœur de mon business. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous 4 pour la qualité des échanges. Merci à tous. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et bonne fin de salon. À l'année prochaine.